Good morning, dear ministers, dear state secretaries, dear president and representatives of the outermost regions, dear vice president of the European Parliament, honourable members of the European Parliament and the Committee of Regions, dear commissioners. It is a great pleasure to host you all here today. Today's event marks a significant milestone in our journey together. When we first met in January in Strasbourg and during my visits to La Réunion and Mayotte, I had the chance to see firsthand the realities you face on the ground. I assured you of my commitment to work with you. I spoke with local leaders and local people. I heard of urgent needs, especially after the cyclones, but I also heard of opportunities and optimism for the future. The Commission is fully aware of the difficulties you face on the ground, and that is why I'm here today with my fellow commissioners for agriculture, fisheries and ocean, transport and tourism, that I would like to thank for joining us. Thank you, Christophe, thank you, Costas, and thank you, Apostolos, that I know that he is waiting. As you know, all these areas are of utmost importance for your regions. We want to ensure that the voices of your regions are heard and your different needs are addressed. This is why we announced the new strategy for the outermost regions. And that is also why we launched targeted consultations in May, to ensure that the new strategy is a real turning point in Europe's partnership with its outermost regions. We need to learn from your unique experience about your challenges and strengths. Many thanks to all of you for your replies. From high unemployment rates and shortages in access to essential infrastructure and services, to additional connectivity costs, migratory pressure and more vulnerability to extreme weather events. Your valuable contributions identified the constraints in several different areas. We are here today to continue our work and discuss your concrete proposals. But some conclusion can already be drawn. The first one relates to better coordination between the different EU policies which support the outermost regions, which you called for in your replies to the consultation. A more coordinated approach that builds on stronger synergies between different policies and funding streams. More flexibility and simplification is a key feature of the next MFF proposals. All these while safeguarding cohesion policy and its fundamental principles, shared management, multi-level governance and partnership, as central pillars of the future EU budget, and preserving a place-based approach and the differentiated treatment of the outermost regions. Indeed, the Commission's regulation proposal on the national and regional partnership plans includes a specific title for the outermost regions. Under the proposed legal rules, Member States must include tailored measures specifically designed to provide for the outermost regions specific needs and challenges such as food security, housing, sustainable transport, water and waste management, energy, employment, education and skills, social inclusion, migration, climate resilience, access to healthcare, digital connectivity and economic development. We believe that this new approach, which promotes an integrated use of EU resources, can be an important step forward. But the Commission's MFF proposal is just the first step. We still have a long road ahead of us. The proposals are now being discussed by the Council and the European Parliament, and the new strategy for the outermost regions can feed into these discussions and help to shape the upcoming programming negotiations. With this, I move to my second message to you today. Since the beginning of this mandate,
the Commission has adopted several initiatives to support your regions, from the European Ocean Pact to the Commission's proposal to mobilise financial support from the European Union Solidarity Fund to assist Mayotte and La Réunion following the cyclones, which has just been confirmed by the Parliament and the Council last week. Several examples come to my mind, but allow me to focus on the mid-term review of cohesion policy. With its 5 priorities goals, competitiveness, energy transition, affordable housing, water resilience and defence, so relevant to your region's realities and assets, the mid-term review is an important opportunity for the outermost regions. And I am delighted that so many of you are using the opportunity. But more needs to be done, and that leads me to my second conclusion. With your strategic location in the Atlantic Ocean, the Caribbean Basin, South America and the Indian Ocean, you are Europe's ambassador in the world. The objective of the new strategy to be adopted in spring next year is to reshape our strategic partnership with your territories in order to align it more closely with our common political priorities and emerging challenges brought by the current geopolitical context. In an increasingly challenging world, the outermost regions have a key role to play. They grant EU's access to their extensive maritime economic zones, critical sea lines and trade routes. They extend EU's presence in important geostrategic areas and reinforce Europe's position as a global actor. Dear guests, our preparatory work for the upcoming strategy has already started. But as we were moving forward, it became clear to me that further action is required to fully increase your potential. So, the Commission will also be proposing a regulatory simplification package in the second quarter of 2026. The aim is to introduce targeted adaptations and derogation into existing sectoral legislation, thus reducing regulatory burden and removing bottlenecks to your development. I'm glad to announce that yesterday we published a call for evidence on these initiatives. I strongly encourage you all to take part and share your evidence and experience. Let us continue to work together. There are 5 million Europeans living in the outermost regions. We need to make the most of every opportunity for thriving outermost regions, because your success is Europe's success. And most importantly, the guarantee of a better future for 5 million European citizens. Thank you. Thank you very much, EVP Fitto, and also thank you for hosting this event. I now would like to welcome the commissioners as well for an opening speech, starting with Commissioner for Agriculture and Food, Mr. Christophe Hansen. Good morning, ladies and gentlemen, dear Executive Vice President Fitto, fellow commissioners, Vice President of the European Parliament, Mr. Ormajee, Minister Haddad, honourable members of the European Parliament and members of the Committee of the Regions, distinguished presidents of the outermost regions, honourable excellencies, ladies and gentlemen. It is a great pleasure to be with you today at this important forum dedicated to our Union's outermost regions. And you represent regions of the European Union across the globe, vital for the cooperation with the surrounding countries. The outermost regions are frontiers of opportunity. You connect our Union to the Atlantic, to the Caribbean, the Indian Ocean, and beyond. And your agriculture products are symbols of quality, diversity and resilience, true ambassadors of European excellency.
And your farmers work in quite specific environments that test resilience every day, facing insularity and remoteness, leading to high input and transport costs, limited land and growing climate pressures. And yet your agriculture activity remains at the heart of local life. It sustains families, supports communities and preserves traditions that enrich our shared European identity. And this is why the European Union recognises your specific situation set out in Article 349 of the Treaty and concretely under the Common Agricultural Policy, in which specific measures have proven being effective not only for your agriculture activity but also the social and economic vitality of your regions. And let me share some examples of that. Under the Rural Development Programme Canary Islands from 2014 to 2022, the European Union supported modernisation and restructuration of 1,570 agricultural holdings. Moreover, some 474 young farmers received help to launch their businesses. In the Azores and Madeira, local development strategies under the LEADER approach covered the entire rural population, fostering the creation of around 100 new jobs in each of the regions. And following the unprecedented impact of Cyclone Chido, I successfully initiated the adaptation of the EU legal framework to help 1,400 farmers severely impacted by the cyclone. And in total, in the French outermost regions, Guyane, Mayotte, Martinique, La Réunion, but not Guadeloupe, 17 million euros was mobilised in 2025 to compensate over 4,000 farmers for natural disasters. And let me take this opportunity to highlight that in the recent discussion on the Commission simplification proposal, we agreed also on the provision in favour of outermost regions. Together with the European Parliament representatives, we agreed to introduce the possibility of additional transfers from the parts of the CAP envelope to POSEI in 2027 to address the specific situation of the outermost regions. And as we look ahead to the next multi-annual financial framework, the Commission's proposal maintains the instruments of current POSEI toolbox, support for local production and specific supply arrangements as mandatory measures under the new framework, the national and regional partnership plans. And this new framework is placing new emphasis on food autonomy, sustainability and competitiveness, whilst allowing for greater simplification and synergies across policy fields. I know that many of you are concerned about the future budget. And let me be clear, while the global order may be in full flux, the need to have a strong common agriculture policy remains. And it is actually more fundamental than ever. And I have always stood firm on this and on the need to maintain the integrity of the CAP tools, including the specific ones that serve also the outermost regions. And in the negotiations and while preparing national plans, sufficient resources must remain available to respond to your growing needs. And under the new national but also regional partnership, our excellent collaboration, illustrated by the achievements I mentioned earlier, will continue. And the Commission stands with you to listen, to support and to invest in your future. And together we will continue to build a sustainable and competitive agriculture that keeps your regions strong, your communities vibrant and your contribution to Europe visible and valued. And because when the outermost regions thrive, Europe thrives as well. And that is our common challenge. Thank you very much. Thank you, Commissioner Hansen. On a related and different sector, let us please now welcome also together Commissioner for Fisheries and Oceans, Mr. Costas Kadis.
Executive Vice President Fitto, dear fellow commissioners, dear presidents and vice presidents of our outermost regions, dear representatives and honourable members of the European institutions, dear ministers and secretaries of state and distinguished guests, it is a pleasure and an honour to speak to you today at this high-level Outermost Regions Forum. As Executive Vice President Fitto and Commissioner Hansen underlined, the European Union stands firmly with the outermost regions, and in my portfolio this means commitment to sustainable, resilient fisheries, aquaculture and blue economies across all our outermost regions. I would also like to thank you for the concerns, needs and priorities you have shared throughout our consultations and exchanges. This dialogue is not only valuable, it is an essential pillar of EU policy making. Looking ahead, the ongoing evaluation of the Common Fisheries Policy Regulation will be finalised in spring 2026 and will guide the 2040 vision for EU fisheries and aquaculture. And I can assure you that the specific realities of the outermost regions will be fully reflected on both the evaluation and the vision. I'm aware that fleet renewal remains one of your greatest concerns. Many vessels are aging, some face safety issues, and operations take place in challenging socioeconomic and climatic conditions. Safe and modern vessels, healthy stocks and sustainable fishing practices must go hand in hand. Demonstrating this balance has not always been straightforward. This is why Commission services, advised by the Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries, known as STECF, have been revising the guidelines to assess fleet balance. A revision of the guidelines was last carried out in 2024. As announced in the European Ocean Pact, we are now finalising these revised guidelines based on the best available science and giving full consideration to the unique characteristics and specificities of the outermost regions. We will provide the maximum possible flexibility while respecting our international commitments. Our decisions must be grounded in robust data. I encourage Member States to reinforce fisheries data collection through the European Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund, MFAF. Stronger data means clearer assessments and faster decisions. The European Ocean Pact, the first ever holistic strategy for the preservation and sustainable management of our ocean, also recognises the essential role of coastal and island communities, including those in the outermost regions. Since the 2022 communication on a sustainable blue economy, we have worked to empower outermost regions to develop their own blue economy strategies, leveraging their specific maritime assets and EU support. Through the MFAF, €315 million is ring-fenced specifically for the outermost regions, and I strongly encourage you to make full use of these funds to also strengthen fisheries, aquaculture and coastal communities, driving structural development, resilience and quality jobs. We also stand with you in international cooperation. Sustainable fisheries partnership agreements take outermost regions' needs into account, offering concrete benefits. For example, as demonstrated by the Mauritania Agreement, which provides important opportunities for the Canary Islands fleet. Finally, we continue to intensify action
against illegal, unregulated and unreported fishing, including through bilateral engagement with countries operating in the waters of French Guiana. We monitor this closely and are ready to take further steps whenever necessary. Together, step by step, we are building a stronger and more resilient future for our Union's outermost regions. They are Europe's outposts in the world, and with their vast exclusive economic zones, they amplify Europe's wealth, influence and power on the global stage. Thank you. Thank you very much, Mr. Kadis. And finally, to represent the Commission, we also have the pleasure to welcome Commissioner for Sustainable Transport and Tourism, Mr. Apostolos Tzitzikostas. Vice President, fellow Commissioners, Vice President of the European Parliament, my good friend Younous, it's a great pleasure to see you here. Dear friends from the regions and the Committee of the Regions, which is always in my heart after having served it so many years. Ladies and gentlemen, it's a real privilege for me to be here with you today, not only, of course, as my role as European Commissioner for Transport and Tourism, but also as someone who understands very well island life. Coming from Greece, a country of 227 inhabited islands, I know the realities and the challenges of living far from the center, and I know what it takes to address them. But let me begin by giving you a little bit of a sense of what the past year has meant for transport and tourism, and of course what lies ahead of us, and how the outermost regions can benefit from these policies. As the first European Commissioner, also responsible for tourism, it has been an honor to finally give the sector of tourism the visibility it deserves at EU level. Tourism is now firmly on the political map, and we are working tirelessly during the past period to ensure that Europe will remain the world's #1 destination. And Europe's outermost regions are indeed jewels of natural beauty and cultural richness, on which we intend to invest heavily in the coming years. Residents value the peace, the clean air, the unique landscapes, and visitors come for those very same reasons. Tourism brings clear, tangible economic benefits to the outermost regions. But the sector faces challenges today, and we must confront them directly. And this is why, in April of 2026, I will present the first ever sustainable tourism strategy for Europe. Because tourism is a force of good, and I want it to remain so. And I want outermost regions to benefit from this great wave of tourism. Of course, that means embracing sustainability in the broadest possible sense, protecting the environment, ensuring tourism does not place excessive pressure on host communities, on infrastructure or cultural heritage, and making better use of digital tools to strike the right balance. Dear friends, mobility is also an essential part of it, not only for bringing visitors to the islands, but also for ensuring residents remain connected with each other, with mainland Europe, and with key services.
This past year has been exceptionally active in transport. We launched the automotive plan, delivered this month the transport package. Tomorrow we are presenting the military mobility package, as well as new strategies for maritime transport and ports that are coming early 2026. And I want the outermost regions heavily involved in these strategies. These files show just how far-reaching the transport sector truly is. It affects every citizen every day, from how we move to what we find in our local shops. Transport supports 11 million jobs in Europe and represent about 5% of the GDP. In the outermost regions, geography makes, of course, aviation and maritime transport indispensable. Effective competition is really crucial here. Europe's rules on freedom to provide services and set prices have allowed airlines to connect to all EU regions. Where markets alone do not provide sufficient service, member states can establish public service obligations. And many member states also subsidize airfares for residents of remote or outermost regions. But services are not enough. Infrastructure also matters. The Trans-European Transport Network connects Europe's roads, railways, ports and airports. And the Connecting Europe facility co-finances infrastructure along the TEN-T, but also in the outermost regions of Europe. Especially the 2024 revision of the TEN-T regulation added important new infrastructure for the outermost regions, especially maritime ports, expanding eligibility for CEF funding. However, unfortunately, only 4 projects in the Canary Islands, La Réunion and Madeira have received CEF support since 2014. And this has to change. Even though the outermost regions benefit from higher co-funding rates than other regions in mainland Europe. Of course, I understand why. CEF prioritizes cross-border projects, which is not always applicable to your geography, and the current budget is almost fully committed. The absence of rail or inland waterways also limits the types of eligible projects compared to the rest of Europe. In the months ahead, however, we will estimate CEF budget reflows from delayed or terminated projects. Based on this, we will consult with Member States on future funding priorities for a reflow call in 2026. And this is exactly where I want the outermost regions to play a critical role. Now, beyond CEF, the European Regional Development Fund, the RDF, continues to play a major role in supporting airport and port infrastructure in outermost regions, even when they are not on the Trans-European Transport Network, as well as sustainable mobility initiatives. The RERDF also helps reduce the cost of public service obligations and compensate for the additional expenses that are linked to remoteness, for example, the 150 million euros granted to the Canary Islands for freight transport. Now, looking ahead, the new national and regional partnership plans will indeed be very, very essential tools. Now, for transport, these plans can support infrastructure, clean and digital solutions, including charging points and also military mobility. For tourism, the partnerships extend the scope of the cohesion policy,
sustainable tourism becomes a very specific objective, meaning that every member state must invest in its tourism sector. And this is great news for the outermost regions. To give you a sense of scale, Portugal is entitled to 33.5 billion euros, Spain to 88.1 billion euros, and France to 90.1 billion euros, under their respective national plans, with mandatory, I repeat, mandatory allocations to less developed regions. So the partnerships will be complemented by the European Competitiveness Fund as well, and this will support alternative fuel production, cleaner vessels for aircraft, connected and automated mobility, and it explicitly includes tourism SMEs and the sustainable transition of the tourism sector. Tourism activities may also benefit from the Agora EU programme, which supports Europe's cultural heritage, including lesser-known cultural routes and heritage sites, which could be the case in many outermost regions. Dear friends, ladies and gentlemen, let me finish with some more good news. Next year, as you already know, the European Commission will adopt a renewed strategy for the outermost regions. Its aim is to unlock the full potential of our territories. And you have a great deal of untapped potential. The Commission is launching a call for views and contributions, and I strongly encourage you, all of you, to take part. Along with Vice President Fitto and my fellow commissioners, we will continue working towards strengthening the role of the outermost regions, because for us, you have not only a very special place in our heart, but you are an indispensable part of the European Union. Welcome. Thank you very much, Mr. Tzitzikostas, as well as to all the commissioners who joined this morning. I would like now to invite for an opening speech by the European Parliament Vice President, Mr. Younous Ormajee. Monsieur le vice-président exécutif, cher Raffaele Fitto, mes chers amis commissaires européens, cher Christophe Hansen, cher Costas Kadis, évidemment, cher Apostolos Tzitzikostas, nous avons mené beaucoup de combats ensemble pour les régions. Messieurs les ministres français, cher Benjamin Haddad, espagnol et portugais, mesdames et messieurs les présidents de région, mes chers collègues parlementaires, la présence aujourd'hui devant nous de plusieurs commissaires européens est inédite et elle souligne le caractère profondément transversal de ce forum pour les régions ultrapériphériques. C'est une très bonne chose car cela reflète précisément l'esprit de l'article 349 du traité sur lequel est fondée en réalité toute notre action. C'est un article qui est transversal, qui est valable pour l'ensemble des politiques sectorielles de l'Union et qui doit bien sûr irriguer l'ensemble de notre action et l'action de l'ensemble de la Commission européenne comme l'action des commissions parlementaires au Parlement européen. Et je tiens vraiment à remercier, à saluer l'engagement du vice-président exécutif pour donner à ce forum ce caractère transversal. Vous le savez, monsieur le vice-président, plusieurs fois nous vous avons dit que ce forum pour nous est un espace de dialogue qui est absolument essentiel
entre la Commission européenne avec les institutions européennes et en particulier le Parlement européen et les régions ultra-périphériques ainsi que les États membres. Et son organisation marque aussi le respect qui est celui de la Commission à l'égard des régions les plus éloignées et les plus méridionales, et ces échanges sont pour le Parlement européen extrêmement importants. Je veux aussi, Monsieur le Vice-président, vous remercier pour avoir tenu vos engagements sur le calendrier très précis et le cap commun que vous avez fixé, avec pour avril une nouvelle stratégie RUP et d'ici octobre prochain, les véhicules législatifs ou ce qu'on appelle un omnibus européen pour adapter les règlements et les directives problématiques pour les RUP. Il y a dans ces deux dossiers beaucoup d'attentes pour donner à présent un nouveau souffle à la mise en œuvre de l'article 349. Et vous avez aussi lancé hier, avant l'arrivée des présidents des régions ultrapériphériques à Bruxelles, un call for evidence pour les RUP. Et tout ça, évidemment, le Parlement européen y voit avec beaucoup de satisfaction. Et nous devons toutes et tous à présent être prêts pour s'engager, évidemment, dans ce travail. Pour commencer, je veux vous dire que ce forum pour les RUP et la stratégie pour les RUP, au-delà des problèmes que nous connaissons tous, doit aussi être le moment pour renouveler notre approche à l'égard des régions ultrapériphériques et sortir parfois d'une vision qui est un peu trop misérabiliste pour être en capacité aussi de nous saisir des nouvelles opportunités dans un monde nouveau qui se dessine devant nous, une nouvelle géopolitique qui est en train de naître, même si nous n'en connaissons ni le sens ni la direction précise, nous devons pour autant essayer de voir qu'est-ce que nous pouvons tirer de positif de tout cela. Et dans cette nouvelle géopolitique, les régions ultrapériphériques de l'Union occupent désormais une place stratégique que nous avons parfois trop souvent, il faut bien le dire, sous-estimée, à commencer par nous-mêmes, et que nous ne pouvons plus à présent ignorer. Les régions ultrapériphériques, nous en avions discuté avec la présidente Bello et le vice-président à l'île de la Réunion, ne sont pas les marges de l'Europe, ce sont les forces et les frontières vivantes de l'Union européenne dans 3 océans. Elles sont notre présence dans l'Atlantique, dans l'océan Indien, dans la Caraïbe, et ce sont nos avant-postes, Monsieur le commissaire Tzitzikostas, sur les routes maritimes, nos sentinelles climatiques, nos territoires d'innovation, nos partenaires naturels dans cet axe si important de l'Afrique indo-pacifique et de la stratégie indo-pacifique de l'Union. Monsieur le commissaire Kadis, Monsieur le commissaire Tzitzikostas, vous avez aujourd'hui devant vous 9 présidents de régions ultra-périphériques qui sont absolument essentiels pour chacune de vos politiques, pour leur donner peut-être une nouvelle dimension également, et qui confère à votre action une dimension planétaire qui est incommensurable. Et pourtant, au moment où chacun s'accorde sur l'importance des régions ultrapériphériques, nous sommes inquiets et nous voyons monter des inquiétudes profondes dans nos régions pour la continuation d'un certain nombre d'instruments. Et je pense que la première inquiétude du Parlement européen comme des présidents de région porte sur le futur cadre financier pluriannuel. Et au nom du Parlement européen et de la présidente Roberta Metsola, je veux vous dire que le Parlement européen s'est d'ores et déjà mobilisé fortement ces derniers mois pour l'ensemble des régions d'Europe, pour l'ensemble des régions ultra-périphériques, et que nous sommes à présent
dans le travail qui est le travail du colégislateur, qui est le travail du Parlement, pour améliorer la proposition de la Commission européenne. Cela est normal en réalité à chacune des négociations du CFP. C'est un peu toujours la même histoire, mais j'espère que, comme toujours, nous finirons par retomber sur nos pieds. Nous avons la mémoire des précédentes négociations. La dernière négociation était particulièrement inquiétante au départ. Le Royaume-Uni quittait l'Union européenne, c'était 50 milliards d'euros de budget en moins. Ensuite, il y a eu la crise du Covid, la guerre en Ukraine, et nous avons réussi à dépasser tout cela. Et j'espère que les réunions qui ont eu lieu avec la présidente von der Leyen et la présidente du Parlement européen, et je le sais, ont été particulièrement utiles, puisque la présidente von der Leyen a d'ores et déjà décidé de modifier certaines dimensions de la proposition pour mieux inclure à présent les niveaux régionaux dans la gestion des fonds et la définition des programmes. Ce que la présidente von der Leyen a proposé est un pas en avant, mais le Parlement et les députés des RUP, en lien avec les présidents des RUP, travailleront évidemment à présent à des amendements pour davantage protéger les RUP et refléter leurs spécificités et leur traitement spécifique conféré par l'article 349. Je veux dire aussi que la politique de cohésion est sans doute la politique la plus importante aujourd'hui pour les régions ultra-périphériques et que cette politique doit évidemment continuer à être une politique régionale, sans doute dans une gouvernance qui va être transformée, mais cette dénaturation de la politique de cohésion ne doit pas avoir lieu, car l'objectif de la politique de cohésion, c'est la réduction des disparités régionales, et cet objectif doit être maintenu, et c'est la raison pour laquelle nous voulons que les enveloppes allouées à chacune des RUP puissent être maintenues à minima au même montant que pour la programmation 2021-2027. Et d'ores et déjà, dans la proposition de la Commission, il y a un filet de sécurité pour garantir, comme vous l'avez dit, que les régions les moins développées soient évidemment les moins impactées par les baisses. Nous en avons déjà discuté ensemble, Monsieur le vice-président exécutif, et j'espère aussi pouvoir travailler avec chacun des commissaires pour leur soutien. Autre question qui inquiète les présidents des RUP et le Parlement européen est évidemment la question du POSEI. Le POSEI qui est l'instrument emblématique, vital, des régions ultra-périphériques fondées sur l'article 349. Et si ce programme devait évoluer, alors nous demandons à ce que cette évolution intervienne, Monsieur le commissaire Hansen, intervienne à travers le règlement actuel. En tout cas, le Parlement européen, là encore, est prêt à amender la proposition de la Commission européenne. L'article 349 n'est pas une concession qui nous est faite. Elle a été décidée au moment de la rédaction du traité. C'est un article au plus haut niveau des normes et nous devons évidemment garantir sa pleine application. Mais la question du CFP, ce n'est pas tout et ce n'est pas un tout. C'est une partie des politiques européennes. Et il existe de très nombreux autres règlements européens ou des directives, et nous avons toujours fait le constat que trop souvent ces directives et ces règlements sont parfois inadaptés. Et c'est la question de l'inadaptation des normes qui est une question absolument essentielle, inadaptation à nos réalités insulaires et maritimes. Monsieur le commissaire, je vous remercie d'avoir fait de cette question une priorité et nous sommes à vos côtés pour donner un nouveau souffle à la mise en œuvre de l'article 349 pour ouvrir à présent
en tout cas tenter de régler les problèmes législatifs qui se posent dans un certain nombre de règlements. Et nous pensons évidemment à un véhicule législatif qui pourrait permettre de corriger les normes dans l'ensemble des politiques sectorielles, ce qu'on appelle un omnibus européen. Et je remercie le gouvernement français qui a demandé des modifications réglementaires très précises. Et j'espère que les gouvernements portugais et espagnols prendront le même chemin rapidement. Je crois que ce serait une avancée sans précédent dans la relation entre la Commission européenne et les régions ultrapériphériques si nous arrivons au cours de cette législature à adopter cet omnibus européen pour les régions ultrapériphériques. En tout cas, le Parlement est prêt, là encore, à faire son travail. Pour finir, mes chers collègues, je veux également insister, Monsieur le Commissaire, sur la question de la pêche. Nous en avons déjà discuté très longuement. Nous avons trop attendu et il est temps maintenant de la mise en œuvre. Il n'est pas temps des décisions. Les décisions ont été prises. Il est temps à présent de la mise en œuvre des décisions et j'espère là encore que le véhicule législatif ou d'autres annonces permettront très rapidement de régler définitivement le problème du renouvellement des flottes de pêche dans nos régions. Pour conclure définitivement, vous dire, mes chers collègues, que en réalité, les îles ne sont pas petites. Les îles sont des pays qui sont beaucoup plus immenses que les pays européens qui sont enclavés. Nous ouvrons sur des espaces infinis. Nous ouvrons sur les océans qui sont ce nouvel horizon de développement en réalité pour l'ensemble des pays, avec évidemment l'économie bleue, la recherche marine, les biotechnologies, les énergies renouvelables de la mer, la connaissance des fonds marins, la surveillance maritime, les routes commerciales, etc., etc. Et c'est pourquoi les régions ultrapériphériques devront à la fois être au cœur du pacte des océans, mais aussi être au cœur des propositions qui viendront de la Commission européenne pour le plan d'adaptation au réchauffement climatique. Parce que là encore, nous savons que les régions insulaires sont confrontées à une vulnérabilité plus grande. Je l'ai dit, les RUP sont des atouts stratégiques majeurs de l'Union européenne pour ce XXIe siècle et c'est la raison pour laquelle nous étions convaincus que le Global Gateway ne pouvait en réalité ignorer les régions ultra-périphériques et les pays et territoires d'outre-mer. Parce que les investissements stratégiques, aussi bien dans la Caraïbe, dans le Pacifique ou dans l'océan Indien, avec les pays tiers, doivent inclure évidemment nos régions. Je pense seulement, par exemple, à la question des câbles sous-marins, où vous avez des projets connexes avec des partenaires qui sont des pays tiers, mais qui doivent inclure évidemment les régions ultrapériphériques. Et je me félicite que la présidente de la Commission européenne, la présidente von der Leyen, ait décidé d'ouvrir l'éligibilité du Global Gateway à présent aux régions ultrapériphériques et aux pays et territoires d'outre-mer. C'est là une nouvelle opportunité considérable. Voilà, pour terminer, vous dire que le Parlement européen est au travail. Le Parlement européen est dans un travail exigeant et constructif avec la Commission européenne. Le Parlement européen est à l'écoute des régions. Le travail ne fait que commencer, mais je suis très optimiste et je suis convaincu que ce forum lance évidemment de nouvelles opportunités pour l'ensemble de nos régions ultrapériphériques. Merci beaucoup.
Thank you very much. Merci beaucoup, Vice President Ormajee. After a few welcoming words from the European Commission as well as the European Parliament, it is now a pleasure to invite for a few opening words as well the national governments. I would kindly ask to be mindful of the time since we are running late on the program, but I would like now to start by welcoming France with French Minister Delegate for European Affairs, Mr. Benjamin Haddad. Monsieur le vice-président exécutif, cher Raphaël, messieurs les commissaires, monsieur le vice-président du Parlement européen, cher Younous, madame la secrétaire d'État, chère Inès, monsieur le secrétaire d'État, cher Fernando, mesdames et messieurs les présidents de région, mesdames et messieurs en vos grades et qualités. Je voudrais tout d'abord remercier le vice-président Fitto pour l'organisation de ce forum de haut niveau sur les régions ultrapériphériques. Cet espace de dialogue est essentiel pour faire vivre le partenariat entre les régions, leurs États membres et les institutions européennes. Je tiens à saluer les présidents de régions ultrapériphériques qui sont présents aujourd'hui, dont la mobilisation constante contribue à faire entendre la voix de ces territoires. Je salue également la présence de mes homologues espagnols et portugais avec qui nous partageons l'engagement en faveur des intérêts des RUP. La devise de l'Union européenne, unie dans la diversité, nous rappelle à quel point nos différences territoriales, culturelles, historiques font la force du projet européen. Ces régions rassemblent près de 5 millions de citoyens européens. Elles sont les avant-postes de l'Union européenne, de l'Atlantique aux Caraïbes jusqu'à l'Indo-Pacifique. Leurs terres jouent un rôle crucial pour notre souveraineté alimentaire. Leur positionnement est stratégique. Nos régions ultrapériphériques garantissent la présence et l'influence de l'Union européenne dans des zones marquées par des tensions géopolitiques, climatiques et sécuritaires. Elles sont un véritable atout pour notre Europe, une force. Mais on doit rappeler qu'elles sont aussi confrontées dans leur développement à des défis spécifiques. Le changement climatique qui pèse lourdement sur ces régions, montée du niveau de la mer, érosion des côtes, adaptation des pratiques agricoles. Leur économie bleue et la protection de leurs ressources naturelles sont des priorités vitales. Elles doivent aussi gérer des contraintes migratoires et sécuritaires qui n'ont pas d'équivalent sur le continent européen. Si ces régions prolongent l'horizon des valeurs européennes, il est de notre responsabilité de renforcer leur ancrage au sein de l'Union européenne. C'est tout l'enjeu qui est le nôtre aujourd'hui. Créer un nouvel élan du partenariat entre ces territoires et Bruxelles. Démontrer que l'Europe est une chance pour ces territoires comme ils sont une chance pour l'Europe. Et cela implique une reconnaissance de leur singularité dans le droit européen et dans les politiques de l'Union européenne. Le président de la République l'a rappelé dans un discours prononcé en 2017 lors d'un déplacement en Guyane. L'Union européenne doit faire des efforts en faveur des régions ultrapériphériques. Car, oui, ces territoires peuvent parfois vivre la norme européenne comme une contrainte, du fait de son éloignement et de sa complexité. Ne pas prendre en compte leurs spécificités, c'est réduire leur capacité de développement et de croissance. Ces territoires ne sont pas toujours en mesure de mettre en œuvre ces normes en l'état. Et le temps d'adaptation de la norme est parfois trop long. Nous défendons l'idée que les enjeux de toutes les régions ultrapériphériques européennes, françaises, espagnoles, portugaises, soient pleinement pris en compte dans un omnibus dédié. L'objectif est à la fois de simplifier les normes existantes et d'adapter les futures normes dans leur élaboration aux régions ultrapériphériques. La France soutient fortement l'agenda de simplification et de compétitivité qui a été lancé par la Commission européenne et se félicite qu'il puisse être décliné pour les régions ultrapériphériques. Nous avons transmis dès cet été à la Commission plusieurs propositions très concrètes visant à adapter, à améliorer l'application des normes européennes dans les régions ultrapériphériques. Pour les textes déjà en vigueur, nous avons proposé 32 mesures d'adaptation destinées entre autres à renforcer la compétitivité, garantir l'autonomie alimentaire et énergétique des régions ultrapériphériques, simplifier le recours aux aides d'État, préserver les activités de pêche durable et améliorer la consommation des fonds de cohésion. S'agissant des propositions de textes à venir, la France invite la Commission à se doter d'un réflexe RUP, comme nous y invite le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, c'est-à-dire intégrer systématiquement la prise en compte des RUP dans l'évaluation dès la conception d'une nouvelle norme, son impact potentiel sur nos régions ultrapériphériques. Cet effort d'anticipation devra permettre de réduire les incohérences et garantir une égalité réelle entre tous les territoires européens.
Je veux aussi souligner ici le rôle indispensable des élus de terrain. Ils sont les mieux placés pour indiquer comment l'Union peut concrètement accompagner le développement de nos territoires. Ces propositions qui ont été construites avec les élus s'appuient sur l'actualisation de la stratégie RUP partagée par les exécutifs de nos régions en juin dernier à la Commission européenne. Le succès du texte omnibus dépendra de cette coopération étroite entre les institutions européennes, les États et les collectivités locales. Alors que les négociations du cadre financier pluriannuel 2028-2034 sont désormais ouvertes, un omnibus RUP permettrait également de remédier aux difficultés d'accès aux fonds européens auxquels font face ces régions et qu'il convient de traiter plus durablement dans le prochain cadre financier pluriannuel. Nous appelons aussi à une meilleure visibilité des fonds destinés au RUP dans le cadre financier pluriannuel, que ce soit dans la politique de cohésion ou dans une PAC forte, pleinement engagée dans nos territoires ultramarins. Et à ce titre, ça a été mentionné, la disparition du programme POSEI ne serait pas compris par nos outre-mer. Et Younous Ormajee, je crois, l'a dit très clairement, au-delà de cet omnibus, au-delà de la négociation du cadre financier pluriannuel, c'est dans toutes les politiques structurantes de notre Union européenne que nous devons intégrer nos régions ultrapériphériques, évidemment comme une opportunité stratégique. Je pense bien sûr, ça a été mentionné, à l'élaboration du pacte bleu pour les océans qui avait été annoncé à l'UNOC à Nice et à toutes les stratégies à la fois de lutte contre le réchauffement climatique, mais aussi effectivement d'empreinte globale de l'Union européenne comme le Global Gateway. Les autorités françaises invitent la Commission européenne à présenter dans les meilleurs délais une initiative législative transversale d'adaptation spécifique aux enjeux des RUP des pays européens. Pour que, à travers cette initiative, notre Europe sorte plus forte, plus unie, plus résiliente dans toute sa diversité. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci beaucoup, Monsieur Haddad. On behalf of Spain, I would like now to welcome the intervention of the Spanish Secretary of State of the EU, Mr. Fernando Mariano San Pedro Marcos. Muy buenos días y muchas gracias a todos, estimado vicepresidente ejecutivo Fitto, comisarios, representantes de Francia y Portugal, querido Benjamín y querida Inés, estimado presidente de Canarias y otros representantes de las regiones ultraperiféricas, miembros del Parlamento Europeo y del Comité de las Regiones y del Comité Económico y Social, amigas y amigos todos. En nombre del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, quiero celebrar y trasladar la felicitación a la Comisión y a su vicepresidente ejecutivo por la celebración de este foro que pone en el centro, una vez más, el compromiso de la Unión Europea con nuestra ultraperiferia, con nuestras regiones ultraperiféricas, con nuestras RUPs. Compromiso y reconocimiento que dan continuidad a los anuncios que la presidenta von der Leyen hizo el pasado 10 de septiembre en su discurso sobre el Estado de la Unión y que incluían y anticipaban la presentación de la estrategia renovada para las RUPs como una prioridad clave para el próximo año, como así se ha reflejado en el programa de trabajo de la Comisión. El artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea constituye la base jurídica específica y autónoma para adaptar la aplicación del derecho de la Unión a todas las RUPs. A las dificultades estructurales de la lejanía, el aislamiento y la insularidad que se reflejan en ese artículo se suman ahora nuevos desafíos, nuevas circunstancias y un contexto internacional particularmente complejo que ha coincidido también con un cambio institucional en la Unión Europea y con el comienzo muy importante de las negociaciones de un nuevo marco financiero plurianual para los próximos años. En este contexto quiero destacar que es un acierto que la presidenta y su vicepresidente ejecutivo estén decididos a renovar en este momento la estrategia para las RUPs. La nueva estrategia ha contado desde el principio con el trabajo y las aportaciones que los Estados miembros trasladamos a la Comisión antes del verano y a partir de ahora el trabajo conjunto va a permitir que alcancemos redacciones consensuadas que detecten e identifiquen los retos principales que afectan a estos territorios, propongan vías de actuación sobre cómo solucionarlos, situando a sus 5 millones de ciudadanos en el centro de las mismas. Además, esta estrategia, como decía, no nace aislada
y surge en un momento en el que hemos comenzado, ayer lo hacíamos en nuestra reunión del Consejo de Asuntos Generales, a negociar el próximo marco financiero plurianual. Este próximo marco financiero debería preservar la especificidad de la RUP. Ayer tuvo lugar también la celebración de los 30 años de la Conferencia de Presidentes RUP. Han sido 3 décadas de recorrido compartido que han dado lugar a numerosos logros para estos territorios basados en la cooperación y el trabajo conjunto entre las regiones, los Estados miembros y las instituciones europeas, Comisión, Parlamento, Consejo, pero también el Comité de las Regiones o el Comité Económico y Social. Esta es una realidad que consideramos esencial preservar y fortalecer, desarrollando el trato diferenciado que el artículo 349 reconoce a las RUPs, y este reconocimiento no puede ni debe verse diluido ni confundido con otras categorías de territorios europeos. Deseo subrayar igualmente la importancia de la colaboración entre España, Portugal y Francia y nuestra voluntad de conocer más detalles sobre las propuestas que han hecho otros Estados miembros. Benjamin acaba de mencionar algunas, como también hacemos en otros ámbitos de la política de cohesión y desarrollo regional, como es un tema que discutimos habitualmente, el impulso a la macrorregión atlántica. Este trabajo coordinado ha demostrado ser una herramienta también eficaz para proteger, fortalecer y proyectar el estatuto de la RUP en el seno de la Unión Europea, y esta cooperación tripartita basada en la coordinación política y técnica, constituye un pilar esencial para impulsar posiciones comunes aquí en Bruselas y asegurar que la voz de la RUP se oye con fuerza y unidad en el proceso de definición de la nueva estrategia. Por nuestra parte, desearíamos que la nueva estrategia mantenga una clara dimensión social, reduciendo las brechas entre nuestras regiones, apoyando la aplicación efectiva del Pilar Europeo de Derechos Sociales en estas regiones y posibilitando oportunidades justas y equitativas para todos, muy especialmente para los jóvenes, en el área de formación, la movilidad, la vivienda o el empleo. La nueva estrategia es una oportunidad excepcional para reforzar la presencia de estas regiones en la arquitectura europea y asegurar la continuidad de los programas y fondos que son vitales para el desarrollo de la RUP. El enfoque estratégico para la RUP debe constituir un diseño a medida que aposte por la triple transición social y digital, y España acoge con satisfacción que esta nueva estrategia vaya a poder reforzar la asociación de las RUPs y sus Estados miembros con el compromiso de la Unión Europea con el crecimiento sostenible y duradero. Quiero agradecer a todos los implicados en este esfuerzo realizado y el que queda por realizar para renovar la estrategia, y muy especialmente a la Comisión. Por nuestra parte, reiteramos la firme voluntad del Gobierno de España de mantener un compromiso decidido con las RUPs en todos los foros europeos. Estamos al comienzo de una nueva etapa que trae consigo nuevos retos, poner en marcha esta estrategia en consonancia con el nuevo marco financiero y hacer realidad los ambiciosos objetivos que entre todos fijemos para nuestras RUPs. Cuenten con nuestra determinación y compromiso para lograr estos objetivos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mr. San Pedro. And finally, on behalf of Portugal, the Portuguese Secretary of State for European Affairs, Ms. Inês Domingos. Let us welcome her. Thank you. Senhor Comissário, Senhor Vice-Presidente, Senhor Vice-Presidente do Parlamento Europeu, queridos Presidentes e representantes das regiões, caros colegas Fernando e Benjamin, caros Comissários, queria antes de mais agradecer ao Senhor Comissário a realização deste fórum que é de facto crucialmente importante para o desenvolvimento destas nossas regiões. E é para mim uma honra e sobretudo uma enorme responsabilidade dirigir-me a este fórum enquanto representante do Governo de Portugal a propósito do tema das regiões ultraperiféricas. O atual contexto geopolítico que todos os que falaram aqui hoje de manhã já referiram exige que tomemos decisões para que as regiões ultraperiféricas assumam o seu papel, um papel crucial como ativo estratégico, não só dos Estados a que pertencem, mas de toda a União Europeia. Estas regiões, estas nossas regiões, são porta-estandarte dos nossos valores por todo o mundo. Queridos colegas, eu hoje gostava de fazer uma reflexão fundamentalmente sobre dois aspectos.
Em primeiro lugar, o próximo quadro financeiro plurianual e, em segundo lugar, sobre a nova estratégia para as regiões ultraperiféricas. A propósito do quadro financeiro plurianual, quero ser muito clara que é com grande preocupação que nós constatamos a opção da Comissão Europeia de ignorar a manutenção do adicional RUP e das dotações específicas POSEI na sua proposta, o que é um desrespeito do artigo 349 do Tratado. Este é um ponto central do governo português, que quer reverter a situação e não vamos deixar de aproveitar todas as oportunidades para o referir. Estou certa que os meus colegas francês e espanhol também me acompanharão nesta batalha. Mas também queria referir ainda sobre o quadro financeiro plurianual um aspecto que é muito relevante. É que o futuro Fundo Europeu de Competitividade e o Programa Horizonte Europa têm que integrar o respeito pelas especificidades das RUPs, de modo a que elas possam beneficiar plenamente das oportunidades de investimento e de inovação, reforçando a integração destas regiões nas dinâmicas de competitividade europeia. Caros amigos e colegas, nós aqui sabemos que não faltam exemplos de excelência nestas regiões. E a Comissão Europeia tem de publicitar de forma expressiva para que todos os parceiros e agentes económicos vejam as potencialidades de investir nestes territórios. E foi com esta perspectiva de olhar para as regiões como possibilidade de investimento, como ativos estratégicos da União Europeia, que nós, em resposta ao convite do Vice-Presidente Raffaele Fitto, em maio do ano passado, apresentámos um contributo para uma reflexão sobre a nova estratégia para as regiões ultraperiféricas. E sem querer esticar-me demasiado, até por questões de tempo, queria referir alguns aspectos que para nós são fundamentais. Desde logo, a política da coesão. É para nós fundamental garantir a manutenção de uma dotação específica para a compensação dos sobrecustos, bem como de condições de implementação adequadas para não se correr o risco de retrocessos face ao atual período. No domínio da agricultura, que é fundamental nas regiões ultraperiféricas, é essencial que a futura política agrícola comum dê continuidade ao programa de opções específicas para fazer face ao afastamento e à insularidade. É também crucial que considere a taxa de cofinanciamento de 85% no que diz respeito às restantes intervenções no setor agrícola das RUPs. Outra vertente que é obviamente, e como se vê pelo mapa, absolutamente crucial, é o que diz respeito aos oceanos, economia azul e pescas. E estes são setores de grande importância. No quadro do Pacto Europeu para os Oceanos, as RUPs terão de assegurar um importante papel na gestão dos oceanos, com foco na ciência, investigação e inovação marinha, como por sinal já fazem. Em matéria de energia, é fundamental reconhecer os desafios estruturais das RUPs e valorizar o potencial em renováveis. Deve ser promovida uma participação efetiva no mecanismo Interligar Europa. Sobre os transportes e mobilidade, é essencial continuar a adaptar as políticas europeias de transporte e a cautelar as especificidades destas regiões para manter, preservar e acentuar, reforçar a sua conectividade. Sobre a transição digital, queremos reforçar o investimento nas infraestruturas digitais estratégicas das RUPs, garantindo acessibilidade digital, a redundância e cibersegurança, que é cada vez mais crucial, através de uma rede de cabos submarinos mais eficiente e segura, que é crucial para a sua integração no espaço digital europeu. Sublinhamos também a necessidade de adaptação dos auxílios de Estado às especificidades das RUPs e defendemos a salvaguarda dos regimes fiscais que atualmente já existem nestas regiões. E, para terminar, queria agradecer à Comissão a organização deste fórum e a prioridade política assumida aqui por todos e por todos os comissários pelo Parlamento para estas regiões. Para nós, a afirmação das regiões ultraperiféricas no contexto do desenvolvimento europeu é crucial, porque temos que valorizar e aproveitar as particularidades destas regiões e afirmar
como elas são de facto pioneiras na concretização das transformações inevitáveis que o projeto europeu já está e vai continuar a enfrentar. Muito obrigada. Obrigada, Ms. Domingos. Thank you very much, dear national government representatives. Dear guests, it is now a pleasure to leave the floor to Presidency of the Conference of Presidents of Outermost Regions. Kindly welcome the President of Région Guadeloupe, Mr. Harry Chalut. Monsieur le Président exécutif de la Commission européenne, Messieurs les commissaires en charge de l'agriculture, de la pêche, des transports et du tourisme, Monsieur le vice-président du Parlement, Monsieur le Président du Comité des régions, Mesdames, Messieurs les représentants des États membres, Mesdames et Messieurs les représentants des régions ultrapériphériques, Mesdames et Messieurs, chers collègues, nous nous retrouvons aujourd'hui ici, au Berlaymont, dans un moment charnière. Hier, nous avons célébré les 30 ans d'une fraternité de coopération et de dialogue entre l'Union européenne et ses régions ultrapériphériques. 30 ans d'un partenariat unique, né d'une conviction simple, mais puissante. L'Europe n'est pas seulement un continent. L'Europe est une idée puissante, une responsabilité partagée par tous ses citoyens. En 1995, à Goubert, en Guadeloupe, qu'a été tenue la première conférence des présidents d'Europe. Nos prédécesseurs y avaient affirmé cette même ambition claire, celle de contribuer pleinement à la construction européenne et ainsi de faire entendre notre voix unie pour défendre, de là où nous sommes, la plénitude de nos droits de citoyens européens. Cette ambition, Mesdames, Messieurs, reste plus que jamais d'actualité. 30 ans plus tard, ici à Bruxelles, cette même voix résonne encore. Et en votre présence, Monsieur le Vice-président, celle des 4 commissaires, des ministres et des représentants des États membres, membres du Parlement et du Comité des régions, en est la preuve. Younous Ormajee disait que c'est inédit d'avoir 4 commissaires. Le dialogue entre l'Europe et ses régions ultrapériphériques reste vivant, loyal et constructif. Les régions ultrapériphériques, ce sont 9 territoires d'Europe, 9 territoires d'une grande richesse humaine et naturelle, dispersés aux 4 coins du monde et qui incarnent la présence active et vivante de l'Europe dans le monde. Face aux grands défis de notre temps, nos RUP ont un rôle déterminant à jouer dans l'affirmation de la puissance européenne, et c'est dans des zones d'influence économique, environnementale et diplomatique essentielle. Pour autant, aujourd'hui, nos régions sont unanimes et expriment une forte préoccupation face aux positions de la Commission européenne communiquées en juillet et en septembre dernier. Nous actons la volonté d'adapter les politiques de l'Union à de nouvelles priorités, la défense, la compétitivité, mais le texte en l'état marque un recul préoccupant pour nos régions ultrapériphériques. Nous suivons avec la plus grande attention les travaux pour la révision de cette proposition. Il est crucial que cette révision prenne pleinement en compte les attentes exprimées par les RUP, attentes formulées dans nos contributions aux consultations publiques sur le futur cadre financier et reprécisées dans la déclaration finale de notre conférence des présidents en avril dernier à La Réunion et hier encore ici même à Bruxelles. Il est impératif que la Commission continue à reconnaître les surcoûts structurels auxquels nos régions sont confrontées et que cette reconnaissance se traduise par des mécanismes de financement ciblés, stables et garantis. Elle devrait également se traduire par l'application automatique de traitements réservés aux régions moins développées à toutes les RUP en raison de ces contraintes structurelles et permanente, reconnue à l'article 349 du traité, y compris pour les taux de cofinancement. Nous demandons que des enveloppes budgétaires européennes spécifiques
adossés à des programmes conçus et gérés au niveau régional, soient garantis dans le futur cadre financier pluriannuel. Dans un monde où les chaînes d'approvisionnement se fragilisent, la souveraineté alimentaire des RUP est un enjeu stratégique européen. Soutenir nos filières agricoles et halieutiques, faire de la diversification agricole une priorité, c'est investir dans la sécurité, la durabilité et la dignité de nos territoires. C'est pourquoi nous réaffirmons aujourd'hui qu'il est indispensable de maintenir le programme POSEI et les mécanismes de compensation pour la pêche. Nous saluons le nouveau plan européen de transport qui reconnaît enfin que la connectivité des RUP n'est pas une question périphérique, mais un enjeu central de compétitivité et de cohésion. Nous sommes à l'avant-garde de grands flux de transports mondiaux. Nos ports et nos aéroports constituent les portes océaniques de l'Europe. Ce n'est pas sans raison que les Chinois construisent un aéroport international à la Dominique et commencent à investir les Caraïbes. Les soutenir, c'est renforcer la présence, la sécurité, la capacité de projection de l'Union dans le monde. Depuis plus de 30 ans, les allocations supplémentaires du FEDER ont démontré leur efficacité, mais elles ne suffisent plus. C'est pourquoi nous proposons la création d'un POSEI transport dédié à la connectivité et distinct des fonds de cohésion afin de compenser durablement les surcoûts structurels qui entravent nos échanges. L'Europe doit aussi veiller à sa souveraineté numérique au moment où d'autres puissances étatiques ou privées affichent leurs ambitions débridées dans nos régions. L'Union doit jouer un rôle clé en établissant à travers ses RUP des partenariats stratégiques avec d'autres régions qui partagent nos valeurs, tout en étant plus autonomes, plus résilients dans la gestion de ses propres ressources numériques. Notre réussite passe par ce partenariat solide et constructif avec la Commission européenne, les États membres, le Parlement européen. Nous rejetons toute tentative de nationalisation des politiques européennes à fort impact territorial qui risquerait de compromettre ce dialogue direct entre les RUP et la Commission, dialogue qui a démontré au fil des décennies passées son efficacité. La proposition actuelle du cadre financier semble aller à l'encontre de ces principes, marquant un recul préoccupant par rapport aux décennies d'avancées réalisées pour la reconnaissance de l'ultrapériphérie au sein de l'Union, un principe pourtant inscrit dans nos traités. Ces mesures ne sont pas seulement une question de solidarité, elles représentent surtout un investissement stratégique pour l'Union européenne dans son ensemble. Soutenir les RUP, c'est affirmer l'ambition européenne, une Europe qui assume pleinement son rôle d'acteur géopolitique et économique de premier plan sur la scène internationale. Nous saluons la publication de l'appel à manifestation sur la stratégie pour les RUP et le paquet de simplification. Néanmoins, le délai de réponse accordé est trop court au regard des travaux qui seront à mener. Nous souhaiterions avoir un délai supplémentaire pour y répondre. Nous comptons sur votre écoute et votre engagement pour que l'Union européenne renforce la reconnaissance des RUP comme élément essentiel de l'édifice européen. Au nom de la Réunion, de Mayotte, des Açores, des Canaries, de la Martinique, de la Guyane, de Saint-Martin, de Madère et de la Guadeloupe, je vous remercie, mais souhaiterais, Monsieur le Président Fitto, vous remettre en main propre la déclaration que nous avons signée hier et je m'avance pour vous le remettre. Merci à vous. Si vous permettez, Monsieur le Commissaire, j'aimerais appeler les 8 autres présidents pour vous remettre en même temps que moi cette signature. I would like to kindly ask all of the speakers to also join the stage for a group picture. All of the speakers,
can join the stage right now for a group picture. Thank you.